son décor champêtre, nous découvrons aujourd'hui le manoir rural de Bois-Doublet. Érigé vers le XVIIe siècle et remanié dans l'esprit Renaissance au XIXe et XXe siècle par l'architecte Pascal Vérité, Bois-Doublet est un édifice étonnant et intéressant à plus d'un titre. Son ensemble de peintures murales qui orne l'intérieur, dont un portrait équestre du maréchal de Lavardin par Adam Lorlieu, son colombier d'architecture massive, marque d'un privilège seigneurial, car sous l'Ancien Régime, seuls les titulaires du droit féodal de haute justice pouvaient en posséder un. La légende raconte qu'au moment de la Révolution, lors de la vente du manoir, la vente d'une seule coupe de bois aurait fourni au nouveau propriétaire une somme double de celle du prix d'achat du manoir, d'où le nom de Bois-Doublet. La salle des batailles s'agrémente de nombreuses peintures, et notamment de petites scènes évoquant les différentes batailles d'Henri IV. Fondée par Étienne Godefroy et reconstituée au début du XXe par le baron Leray d'Aubigny, Bois-Doublet appartient à la communauté de communes du Pays des Brières et du Génois, dont la présidente, Madame Christine Marchand, qui nous accueille, va nous expliquer les difficultés que représente aujourd'hui, pour une collectivité, la sauvegarde d'un élément de patrimoine de l'importance de Bois-Doublet, qui est en travaux. Toiture, restaurations diverses, visites de chantier guidées au cœur de Saint-Célerin-le-Géré. Madame la Présidente, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous sommes en présence d'un cas unique, je crois, dans la Sarthe, où le patrimoine appartient à une collectivité. Oui, le patrimoine de Bois-Doublet appartient à la communauté de communes depuis 1989. Alors quelles sont les contraintes, sans doute plus nombreuses que les satisfactions pour l'instant? Les contraintes sont nombreuses parce que ce patrimoine, il doit être restauré. Donc nous avons engagé depuis 1989 plusieurs tranches de restauration. La restauration la plus importante qu'on découvre là, bien sûr, c'est la restauration de la toiture, de la couverture et de la maçonnerie. Très conséquent. Très conséquent puisque c'est un chantier qui a commencé en, on va dire, novembre 2008 et qui va s'achever au mois de mai. On a 18 mois, donc. Voilà, 18 mois. Oui. Ininterrompu. Ininterrompu, à part quelques périodes d'intempéries, mais relativement courtes. Et travail magnifique. Réalisé d'artisans locaux, oui. Il faut le préciser. Oui, oui en tout cas, oui, Sarthe et Mayenne. Oui, oui, c'est une fierté en plus. Hein. C'est extraordinaire. On a un petit faible pour le clocheton. Oui, forcément, parce qu'il fallait le voir avant et il faut le voir après. La dépose, la restauration dans l'entreprise Cruard, la pose avec une grue et ensuite tout le travail de l'entreprise Glo pour refaire le lanterneau et le clocheton. Et ça, c'est absolument magnifique. Donc certaines satisfactions quand même. Oui. Beaucoup de soucis. Beaucoup de soucis. Il faut trouver les sous. D'abord, il faut trouver les sous. Il faut aller un peu chercher les subventions aussi auprès de la DRAC, et ça, c'est pas toujours facile. Et puis, il faut convaincre aussi les élus de cette communauté, une assemblée de 60. Il faut les convaincre qu'on doit s'engager dans la restauration du patrimoine. Et ça, c'est pas toujours facile. Mais quand on va débâcher le chantier, à mon avis, tout le monde sera séduit. Je pense qu'ils vont tous être ravis du travail accompli. Et je dois dire que les élus qui sont déjà venus voir le chantier sont absolument émerveillés du résultat. Il y a de quoi, parce que vraiment, c'est un chantier magnifiquement mené. Alors, il y a un architecte aussi derrière tout ce chantier. On ne peut pas faire ça. Oui, l'architecte, c'est Laurent Cohen, voilà, qui est exceptionnel. que nous connaissons bien. La Sarthe lui doit beaucoup. Oui, tout à fait. Et qui travaille d'ailleurs aussi pour les petites cités de caractère et qui est un homme charmant, passionné par son travail et qui a su vraiment nous aider, nous guider et nous accompagner tout au long de ce chantier. Et puis on peut pas non plus ne pas citer Nicolas Gauthier, notre architecte des bâtiments de France, voilà. Qui je crois s'est pris beaucoup d'affection pour Bois-Doublet. Oui, pour Bois-Doublet et ses peintures. Et c'est très justifié. Et je le remercie vraiment parce qu'il a été très présent pour la restauration des toitures et très présent aussi pour m'accompagner dans la restauration des peintures, et là notamment de la chapelle, par ses conseils et puis bien sûr pour permettre d'obtenir quelques subventions pour nous aider à financer toute cette restauration relativement importante, parce que là en fait on voit l'extérieur, mais il y a aussi un début du commencement de restauration des peintures par la chapelle qui est très importante. Mais le cadre en plus est magnifique ici. Oui. C'est vraiment un cadre exceptionnel. Nous sommes devant la fuie du domaine qui est restaurée aussi. Qui a été restaurée il y a 4-5 ans. Déjà. Et puis c'est un ensemble qui est harmonieux. C'est
paisible, on y respire la C'est sérénité. très beau. La superficie en a à peu près 19 hectares. Voilà. Conséquent, quand même. Très conséquent, qu'il faut entretenir, bien sûr. Donc nous avons une équipe technique qui vient assez régulièrement entretenir les abords, broyer, tondre. Est-ce qu'il y a une association des Amis de Bois Doublé? Non, je le regrette d'ailleurs. C'est dommage, mais ça va j'espère que ça va spontanément maintenant, susciter, bien sûr. je l'espère. J'aimerais bien pour nous aider à sauvegarder ce patrimoine et puis à le faire vivre. Voilà, à le faire vivre et à le valoriser, bien Tout à sûr. fait, oui, oui. Alors justement, ça nous amène à la transition. Quid de Bois Doublé demain? Que va-t-on en faire? Alors, c'est une question qui généralement revient de manière assez chronique devant l'Assemblée communautaire, avec même quelquefois des envies de vendre. Oh non. Non. Oh non. Là, non. Ce n'est pas ma position. Et Plus maintenant, en tout cas. ça n'a jamais été ma position et je dois quelquefois batailler. Mais le devenir de Bois Doublé, c'est un projet touristique et patrimonial. Parce que le cadre s'y prête, Oui. parce que la demeure est magnifique, le parc est magnifique et donc ça ne peut être que touristique et patrimonial. Donc une fois les travaux terminés, c'est-à-dire qu'à partir du deuxième semestre de cette année, nous allons réenclencher l'appel à projet pour trouver des candidats qu'on va auditionner le moment venu, examiner les projets, le bien fondé, la capacité aussi financière à porter ce projet. Et puis je pense que sur 2011, on aura certainement à se positionner sur un projet touristique et patrimonial. Alors nous avons la chance d'avoir une historienne qui est attachée à Bois Doublé. Oui, une historienne du pays du Perche sartois, qui est Sylvie Lemercier, chargée du patrimoine, que nous connaissons bien parce que nous travaillons de manière assez régulière avec le pays du Perche sartois, notamment dans le cadre des Journées du patrimoine. Oui. Et donc voilà, c'est elle, l'historienne, qui va vous guider à l'intérieur du château. Eh bien, on y va. On y va. Je crois que Bois Doublé, c'est un nom qui date de la Révolution. Alors en fait, ce site est connu aussi sous l'appellation Labarre. Parce que les Vancais, qui sont à la périphérie de Saint-Calais, qui habitent le château de Labarre, sont toujours là-bas. Alors, en fait, le toponyme Bar se rencontre assez régulièrement. Alors, j'aurais du mal à vraiment donner beaucoup d'explications, mais en gros, ça signifie limite et peut-être limite défensive. Donc, limite de domaine seigneurial. Très bien. On vous suit pour une visite? Bien sûr. Nous sommes dans la salle des batailles. Et alors, qui est ce personnage qui nous domine de sa stature? Alors en fait, cette salle des batailles est toute dédiée en fait au maréchal de Lavardin, puisque Étienne Godefroy, donc le propriétaire du XVIIe, à l'origine de la transformation de ce manoir rural, a commandé un cycle de peinture et ce salon était dédié donc à son fidèle compagnon d'armes, enfin il était fidèle compagnon d'armes du maréchal de Lavardin et donc le décor de la cheminée donc représente le maréchal de Lavardin avec son bâton de maréchal aux fleurs de lys. Et en dessous, petite référence quand même au propriétaire des lieux, on voit un autre cavalier qui n'est autre sans doute que le propriétaire lui-même, Étienne Godefroy. La scène principale, bien sûr, c'est la cheminée dédiée au maréchal de Lavardin. Et autour de la pièce, en fait, on a la représentation des batailles auxquelles a participé Étienne Godefroy avec donc le maréchal de Lavardin, qui ne l'était peut-être pas encore d'ailleurs à cette époque. Et on a comme ça une succession des batailles depuis l'année 1569, date de la première auquel il participe, c'est-à-dire donc le siège de la ville de Poitiers qui est juste à côté. Pour situer un peu pour nos téléspectateurs, c'est l'époque d'Henri IV? Alors, c'est l'époque des guerres de religion, des luttes entre protestants et catholiques. Donc, ce sont à l'origine donc des protestants qui ensuite donc vont être des fidèles d'Henri IV à partir du moment où la Ligue va se mettre en place dans les années 1576. Alors après les gens d'armes, on va passer aux gens de robe. Voilà. On va voir la salle de l'évêque. Tout à fait. Je vous suis. Alors, la salle de l'évêque. Pourquoi la salle de l'évêque?
Alors, on la nomme salle de l'évêque en référence en fait au second propriétaire donc, du manoir de Bois-Doublé au XVIIe siècle, puisque après le décès d'Étienne, donc le manoir va passer donc aux mains de Guillaume, qui est en fait un homme d'église. Il est chanoine de l'église du Mans, vicaire auprès de l'évêque Philippe Emmanuel de Beaumanoir de Lavardin. Et donc là aussi, là, il y a une succession, une continuité entre donc, le premier propriétaire, Étienne, fidèle de Jean III, et son successeur qui sera, là encore, fidèle à la famille de Lavardin au travers de ses services auprès de Philibert Emmanuel, donc, qui est évêque du Mans au XVIIe siècle. C'est son portrait? Alors c'est son portrait, un petit peu altéré par le temps, et puis toujours en référence donc, à ce grand personnage du Maine, eh bien, il y a différents décors donc, qui rappellent la fonction justement de Philibert Emmanuel de Beaumanoir de Lavardin. Alors je crois qu'il existe dans l'église une plaque également commémorative de Guillaume. Oui, parce qu'en fait, comme il est de tradition à cette époque-là, les seigneurs locaux comble de bienfaits souvent les églises, et donc à ce titre-là il y a différentes références dans l'église puisqu'ils ont offert notamment des autels, et puis aussi ils s'y sont fait enterrer surtout. D'accord. Et toujours cette richesse de décoration murale qui est vraiment exceptionnelle. Le Bois-Doublé, voilà. C'est l'exemple dans la Sarthe unique. En tout cas très original, donc qui se développe à la fois sur les plafonds à la française ici, sur les murs, rien n'échappe au pinceau d'Adam Lorlieu. Sur l'ensemble de la construction. Et c'est vrai aussi dans les chambres de monsieur et de madame. Voilà, tout à fait. Alors on vous suit? Alors, nous sommes dans une chambre. Voilà. Plutôt une chambre de femme. Alors, à travers la peinture. On pense qu'elle a pu être la chambre donc, de l'épouse d'Étienne Godefroy, puisque en fait les scènes peintes qui subsistent sont dédiées à la vie de Sainte Suzanne, donc la chaste Sainte Suzanne. Très bien. Et on situe ces peintures à quelle époque? Alors, en fait, Étienne Godefroy les aurait fait réaliser à Adam Lorlieu entre 1629 et 1634. D'accord. On va aller voir la chambre de monsieur? Probablement la chambre de monsieur. La chambre de monsieur. Nous sommes dans la chambre ici de Godefroy? Alors, probablement d'Étienne Godefroy. Ouais, ok. Puisque, en fait, là, on a une référence dans l'iconographie à Salomon, le roi sage par excellence, et c'est très probablement une référence évidente pour le propriétaire, puisque, justement, Salomon tranche un jugement, et on montre un petit peu la sagesse du personnage au travers de cette scène. C'est une scène de justice, en quelque voilà. sorte. Oui. En fait, il tranche en fait un dilemme entre deux prostituées qui s'arrachent un enfant, et donc il propose justement de trancher donc la tête de l'enfant, et en fait la prostituée qui n'est pas la mère de l'enfant à ce moment-là laisse l'autre femme dire « Eh bien non, ne le tuez pas, donnez-le, puisque ça montre justement qui est la mère véritable de l'enfant. » Voilà un petit peu ce que représente cette scène. Puisqu'on parle de justice, il y a ici à Bois-Doublé une très belle fuite qui logiquement voulait aussi dire qu'il y avait haute justice rendue à Bois-Doublé. Oui, justement, et c'est intéressant ce lien entre le pigeonnier, symbole de la justice seigneuriale, et la représentation du jugement de Salomon, puisque justement là on fait référence au fait que, eh bien, pour juger, il faut d'abord être sage pour faire preuve de mesure justement dans ses jugements. Et c'est un lien assez intéressant entre le statut de noble justicier localement et les représentations iconographiques que l'on trouve sur le site, et notamment celle-ci. Merci. Alors, nous sommes dans la chapelle, et qui sont les personnages alors? Donc la chapelle laisse une bonne place donc, au commanditaire du programme de peinture, Étienne Godefroy, accompagné de son épouse. Donc son épouse qui meurt dès 1629, date du début du programme peint, semble-t-il, à Bois-Doublé. Alors ces références sont quand même un petit peu guerrières, on voit un casque là? Bien sûr. C'est un noble militaire, donc c'est une référence permanente.
Et alors derrière moi, on a une autre peinture Oui. qui là est beaucoup plus biblique, non, dans son inspiration? Nous sommes dans une chapelle, donc bien sûr, nous retrouvons des peintures religieuses avec bien sûr cette scène de l'Annonciation. C'est l'Annonciation. Donc c'est Gabriel? Alors qui annonce à Marie Voilà. qu'elle va porter l'enfant. Et alors au-dessus de la fenêtre, il y a Alors, des angelots qui bien tiennent un sûr, blason. avec donc l'Ave Maria, hein, puisque donc on suppose que cette chapelle donc est dédiée à la Vierge. Et un très beau plafond. Oui, un très beau plafond récemment restauré. Restauré, oui. Tout à fait. On est dans une campagne de restauration importante, mais qui est scandée. Bien sûr en tranches, comme, Voilà, c'est ça. comme on le dit aujourd'hui. Hein. Et donc là, ces peintures ont été restaurées tout à fait récemment, donc par Brice Moulinier, qui a fait vraiment un travail tout en finesse hein, pour retrouver l'originalité des décors peints du XVIIe, puisqu'ils avaient été très altérés par le temps. Alors là, on a notamment Dieu le Père et les évangélistes sur ce tableau hein, qui couvre le plafond. C'est très très rare, je crois, dans les demeures de la Sarthe, d'avoir intégré au bâtiment même, au manoir même, la chapelle. Ça Surtout arrive, en étage. Ça, Ici, on est en étage en plus. Ça arrive, mais c'est vrai que très souvent, les chapelles sont dissociées dans des Voilà, bâtiments exactement. indépendants. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, si comme nous, vous êtes tombé sous le charme de Bois-Doublé, en juillet et en août, tous les week-ends, vous pouvez visiter le domaine avec Madame Le Mercier et vous deviendrez incollable sur Bois-Doublé.